Algérie international. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous Dimanche Sport sur Radio Algérie International. Bien sûr, spécial Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 à 3 jours du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mardi prochain face à la République démocratique du Congo, l'équipe nationale poursuit sa préparation pour ce rendez-vous. On reviendra bien sûr sur les résultats des autres matchs et on connaît le premier quart de finale qui opposera le Sénégal et le Mali. Avec mes invités aujourd'hui, notre consultant et ami journaliste Mounir Bankassi. Mounir, bonjour. Bonjour Walid, un grand bonjour à nos amis auditeurs. Et notre confrère journaliste Mohamed Touileb. Mohamed Touileb, bonjour. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation Mohamed. Toujours bienvenue. Je vous en prie. Donc on va commencer Mounir avec bien sûr la sélection algérienne. On va revenir un peu sur le bilan du premier tour. La sélection algérienne a fait le plein, 9 points, 3 victoires. L'équipe nationale qui revient en 8e de finale après les 2 échecs lors des 2 précédentes éditions. On peut dire que c'est un bilan positif pour la sélection algérienne avec 3 victoires contre le Soudan, contre le Burkina Faso et contre la Guinée équatoriale. Bien évidemment, c'est un bilan positif. On a vu beaucoup de choses extraordinaires, je peux dire, à commencer par la révélation de cette CAN, c'est Brahim Maza, 3 sur 3, 9 points, une première depuis 2019, après les 2 échecs et les 2 dernières désillusions. On a vu une équipe version Petkovic avec une nouvelle mentalité, celle d'aller de l'avant, de réaliser quelque chose de spécial lors de cette CAN. 3 victoires, 7 buts. On a vu quand même un bon groupe, un groupe qui vit bien, des joueurs qui veulent vraiment aller loin dans cette CAN. Petkovic qui va découvrir, qui découvre les sensations fortes d'une nouvelle compétition, la CAN, après avoir disputé un mondial, après avoir disputé 2 euros avec la sélection suisse. Il sait gérer ses tournois fermés. J'espère qu'il va le faire avec la sélection nationale, des joueurs hyper motivés, bien déterminés à rectifier le tir mené par un certain Riyad Mahrez et les Mendy, les Ben Seb'ini, Attal, les Boudaoui qui ont vécu quand même les 2 dernières désillusions. Je pense que cette sélection est en bonne voie. La prochaine étape, c'est le Congo, la RDC, une équipe à prendre très au sérieux. Mais je pense que le plus important, que c'est notre équipe nationale est revenu au On va parler de cette équipe de la RDC et ce match, mais Mohamed, après une phase de groupe parfaitement maîtrisée, l'heure est désormais à la gestion des détails, notamment sur le plan mental. Donc 3 victoires, Petkovic a donné du temps de jeu à la majorité des joueurs, à l'exception de 2 joueurs, je pense, Berkane et Benbot, le gardien. Donc on peut dire qu'il a fait tourner son effectif. Le 3e match, 8 changements carrément directement pour ce match, mais rien n'a changé pour l'équipe nationale. On a vu une domination totale contre la Guinée équatoriale, des joueurs qui ont brillé à l'image de Hadj Moussa qui a été élu meilleur joueur du match, Belaïd également, on le connaît avec l'USM Alger, mais qui confirme ses qualités en tant que défenseur. On a besoin de lui dans l'avenir. Il n'a que 25 ans, Brahim Maza, les autres joueurs. Donc on peut dire qu'on a un groupe qui peut aller loin dans cette compétition. Oui, je pense qu'au-delà des résultats, il y a surtout la mentalité de la gagne qui a été retrouvée par l'équipe nationale après 2 éditions ratées en 2021 et 2023. Petkovic, comme tu as dit, a fait tourner, a utilisé 26 joueurs sur les 28 qu'il a retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, il y a une autre partie de la compétition qui va commencer.
avec une nouvelle approche, avec d'autres risques. Celui de l'élimination directe qui n'est pas à négliger. Peut-être que ça va un peu inhiber les joueurs ou les pousser à être plus prudents et peut-être à aller moins de l'avant. Mais voilà, pour l'équipe nationale, il y a le potentiel pour aller chercher d'autres bons résultats et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et justement, pour l'Algérie, à chaque fois où l'Algérie est favorite pour le tournoi, on quitte donc le tournoi dès le premier tour, et à chaque fois on ne parle pas de l'Algérie. L'Algérie réalise une performance exceptionnelle. On l'a vu en 2010, demi-finaliste. En 2019, on ne faisait pas partie des favoris, on a remporté le titre, contrairement en 2021 et en 2023. Là, on ne parle pas de l'Algérie comme un grand favori avant le tournoi. Maintenant, on parle de l'Algérie comme un favori vu le bilan de la sélection algérienne. 3 victoires et c'est la 3e fois que l'Algérie passe au prochain tour, donc au 8e ou au quart de finale avec 3 victoires. En 1990, on a remporté le titre. En 2019, on a remporté encore le titre. Et peut-être c'était un bon présage. Après, pour l'équipe nationale, ces derniers mois, ça n'a pas toujours été facile. On a l'impression que l'équipe a retrouvé une certaine sérénité, une certaine stabilité depuis un moment. Mais là, Petkovic a mis en place quelque chose de très, très sérieux, très, très rigoureux. On a vu ça avec les joueurs qui entrent et qui apportent le plus avec l'équipe nationale, notamment les jeunes qui sont en train d'éclore ou de confirmer. Mais comme tu as dit, l'équipe nationale, elle n'était pas favorite dans l'esprit, mais sur le papier, c'est l'une des équipes les plus fournies du continent. Donc quelque part, les adversaires, ils t'attendent toujours, ils essaient de te battre. On est une équipe à battre, même si on n'est pas un favori. Mounir, on est une équipe à battre, même si on n'est pas un favori. Et bien sûr, là, on a vu que lors de la 3e et dernière journée, l'autre groupe du Sénégal et la République démocratique du Congo, les deux équipes, soit le Sénégal ou la RDC, ont joué avec les meilleurs joueurs, donc avec l'équipe première. Donc les deux équipes ont tenté de décrocher cette première place pour éviter la sélection algérienne. C'est une vérité. J'ai suivi le match et j'ai vu deux équipes qui jouaient à 100 à l'heure pour gagner coûte que coûte leur rencontre, éventuellement pour se classer première et éviter l'Algérie. C'est une vérité. J'ai vu quelques analyses ici et là qui évoquent cette hypothèse. C'est bien. Certes, on n'était pas sur la liste des grands favoris lors de cette édition, mais au fil des journées, au fil des matchs, la sélection algérienne est devenue un potentiel favori. Et il y a de quoi, au vu des belles performances réalisées par les camarades de Mahrez. Maintenant, on a un bon groupe. C'est vrai qu'il y a quelques lacunes à corriger. Petkovic et son staff le savent très bien. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour éviter de retomber dans les mêmes pièges, de commettre les mêmes erreurs. Un groupe hyper motivé, très déterminé à franchir l'obstacle de cette équipe congolaise qui a quand même des atouts à faire valoir lors de cette rencontre. Mais le plus important, c'est de bien préparer cette rencontre dans la sérénité, dans le calme. Le plus important est que le groupe vit bien. On n'a pas entendu des problèmes, à l'exception de la blessure de Chergué, de Hadjem, qui sont à peu près les points noirs de cette CAN. Mais dans l'ensemble, on a un groupe qui revient avec une nouvelle mentalité. Mais attention à cette équipe congolaise quand même. Attention à cette équipe congolaise. Maintenant, Mohamed, le plus dur reste à faire. C'est des matchs à élimination directe contre la meilleure équipe de ce 8e de finale, la République démocratique du Congo. Une équipe donc très physique. On les a vus contre le Sénégal, un but partout. Même avant la CAN, ils ont été éliminés donc, du mondial contre le Sénégal. Et là, ils vont disputer le match
match barrage pour une qualification pour le mondial. Donc on peut dire que c'est une très bonne équipe avec un entraîneur qui connaît bien le football africain, Sébastien Desabre. Après une journée de repos, de retour aux entraînements, les joueurs de la sélection algérienne ont effectué un entraînement hier. Une séance s'est déroulée à huis clos, avec la majorité des joueurs, à l'exception de Ryan Aït-Nouri, grippé à 3 jours de cette confrontation. Donc le joueur de Manchester City qui souffre d'une forte grippe qui l'a empêché de reprendre la séance. On espère qu'il reviendra aujourd'hui pour s'entraîner avec la sélection. Et bien sûr, l'absence de Samir Chergui et Johan Hadjam, indisponibles, les 2 joueurs blessés. En revanche, une bonne nouvelle, Mohamed Amin Tougaï, de retour avec le groupe. C'est une bonne nouvelle pour la sélection. Oui, notamment parce que l'équipe nationale pourrait évoluer Mais avec... on s'inquiète beaucoup plus pour le côté gauche. Hadjam blessé, Ryan Aït-Nouri grippé, peut-être qu'il sera diminué Après, pour le il y a match. Dorval, il y a Ben Sebaini qui peut être replacé sur le côté gauche. Mais bon, avoir disposé d'un joueur comme Aït-Nouri reste très important pour ce genre de rencontre, même si pour moi, Johan Hadjam aurait présenté plus de garanties défensives s'il était là. Mais bon, comme tu as dit, Portugal, sachant que le sélectionneur pourrait s'articuler avec une défense à 3 et que tout pourrait se passer dans la rencontre, avoir un remplaçant comme Tougaï, parce que pour moi Blade il passe devant bien sûr, c'est très important. Son retour reste très important pour Petkovic, mais comme tu as dit là, c'est une autre phase qui commence avec une RDC qui reste redoutable, qui n'a perdu que 2 matchs en 2015 et qui mène souvent au score. Sur les 9 derniers matchs, ils ont inscrit le premier but en premier. Donc ils sont très difficiles, ils prennent les matchs par les bons bouts. Après, il faut voir l'équipe nationale comment elle réagit dans ces cas, parce qu'on n'a pas été mené dans le tournoi depuis le début du tournoi. Mais je pense qu'on a l'entraîneur pour s'adapter à tous les aléas et tous les scénarios du match, parce que Petkovic a montré beaucoup de lucidité tactique et de pragmatisme lors des derniers matchs. Et justement, on va écouter quelques déclarations concernant ce match. Après la qualification contre la Guinée équatoriale et le troisième match contre la Guinée équatoriale, Fer Cheibi a parlé de ce match très important contre la République démocratique du Congo. On écoute Fer Cheibi, l'attaquant de la sélection algérienne. On n'a pas eu le meilleur tirage, mais si on est l'Algérie, donc notre objectif c'est clairement d'aller gagner le trophée ici. Donc si on veut gagner le trophée, on va jouer toutes les équipes dans tous les cas. Donc là c'est le Congo, Inch'Allah on a quelques jours pour se reposer, alhamdoulilah on va bien se reposer. Et Inch'Allah on arrivera au max de notre forme pour affronter le Congo. Voilà, donc Mounir Fer Cheibi a parlé du tirage au sort. Il a dit que peut-être on a hérité de la meilleure équipe de ces 8e de finale, mais si on veut remporter le titre, il faut battre toutes les équipes. Si on n'affronte pas la RDC maintenant, on va les affronter en quart de finale, affronter une autre grande nation en 8e, en quart de finale, en demi-finale. Donc il faut passer par des grandes équipes pour remporter le titre et aller le plus loin possible. Oui, j'ai des déclarations très logiques, je pense, d'un joueur ambitieux, à l'instar de toute l'équipe et du staff technique. C'est vrai, lors de cette CAN, après avoir franchi le premier tour, tout reste possible. On peut tomber sur n'importe quelle sélection, pourquoi pas les meilleurs. La RDC fait partie des meilleures sélections africaines. Maintenant, il faut pas se poser beaucoup de questions. C'est un match à gagner, c'est une qualification à aller chercher lors de cette rencontre. C'est vrai que la tâche s'annonce très difficile contre cette équipe, mais bon, Petkovic a quand même différents plans pour franchir cet obstacle. L'essentiel, c'est qu'il y a une grande détermination dans le camp des joueurs, notamment les anciens, Mahrez, Ben Sebaini, Attal et les autres qui ont raté les 2 dernières CAN et qui veulent réellement rectifier le tir et quitter cette CAN par les meilleurs résultats possibles, mais à commencer par cette équipe du RDC qui reste très redoutable, mais qui a quand même quelques lacunes à exploiter. Petkovic le sait bien, il a bien sa petite idée sur cette équipe, les joueurs aussi. C'est vrai qu'il possède une ligne d'attaque de feu, mais ils ont quand même une défense très lourde et c'est là qu'il faut bien exploiter ce point essentiel.
je pense que Petkovic, quand même, a une idée sur les points forts et les points faibles de cette équipe du Congo. J'espère qu'on va les exploiter au maximum et essayer de faire le nécessaire dès les premières minutes, remporter le maximum possible de duels, parce qu'on va assister à une belle bataille au milieu du terrain. Mohamed, on a vu cette équipe congolaise très compacte, très physique. Est-ce que vous pensez que Vladimir Petkovic va opter pour une défense à 3 et avec les deux latéraux, ou il va jouer avec 4-3-3 avec qui il a joué la majorité des matchs avec la sélection? Je pense pour une certaine précaution défensive, il faudra aligner trois défenseurs, parce qu'on a vu l'équipe nationale sur les transitions rapides, elle a un peu de mal dans le repli. On a vu ça face au Burkina Faso, même si l'équipe nationale a géré le tempo du match. Certes, on a subi par moments, mais c'était peut-être une manière de subir délibérée pour l'entraîneur, afin d'absorber les forces des étalons. Mais après, je pense que voilà, la phase finale, la phase à élimination directe, implique la prudence et le fait de sécuriser au maximum le dispositif défensif et d'exploiter d'éventuelles failles chez l'adversaire pour mener au score. Côté de la RDC, le latéral gauche de Sunderland, Arthur Moussouako, blessé lors du deuxième match face au Sénégal, et de retour avec le groupe également. Donc un renfort pour cette équipe congolaise, mais le point fort reste le milieu de terrain et surtout le capitaine qui évolue avec Lille et qui connaît bien la sélection algérienne, Mounir, et Chancel Mbemba, qui connaît bien Aïssa Mondi, Nabil Bentaleb. Il a joué avec l'Olympique de Marseille, donc c'est le leader de cette équipe de la RDC. C'est une valeur sûre. C'est le leader de cette équipe. Non, j'ai vu cette équipe congolaise. Elle a un groupe compact qui gère ses rencontres avec une grande détermination. Le fait d'avoir éliminé le Cameroun et le Nigeria, c'est un détail à prendre très au sérieux. Une équipe redoutable. Mais je pense, j'ai écouté les déclarations de Petkovic avant même le départ pour la CAN. Il a souligné ce point essentiel. Il a déclaré qu'il voulait être sous pression, tout le temps sous pression, par rapport à l'effectif, par rapport aux adversaires, et c'est l'occasion ou jamais, parce que cette équipe de RDC va jouer son va-tout lors de cette rencontre où il y aura un qualifié, une équipe éliminée. L'enjeu est de taille pour les deux sélections. J'espère que Mahrez et compagnie seront au rendez-vous pour franchir cet obstacle, même si la tâche, on le redit encore, s'annonce très délicate et très difficile contre cette équipe congolaise. Et cette équipe congolaise, les joueurs de cette équipe congolaise sont déjà préparés pour affronter la sélection algérienne, et même aussi après la qualification et le dernier match de la phase de groupe, la majorité des joueurs de cette équipe parlent du match contre l'Algérie. On va écouter bien sûr quelques déclarations des joueurs de la République démocratique du Congo. On les écoute. Oui, c'est une très belle affiche, c'est une très belle équipe aussi, comme nous. Donc que le meilleur gagne. Je suis sûr que ça va être un gros match. Ouais, je sais qu'ils ont des très bons joueurs, une très belle équipe aussi. Donc c'est à nous de montrer qu'on est meilleur qu'eux. Nous aussi on a beaucoup de talent, on a beaucoup de joueurs aussi, donc que le meilleur gagne. On sait que c'est une grosse nation du football. Il faudra bien préparer ce match. Moi, j'ai aucun doute en mon équipe. J'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on bosse bien, on bosse dans le coin, on bosse tranquillement. Et on sera prêt le 6 pour ce match. Ouais, match très difficile. Tous les matchs en Afrique sont difficiles. Celui-là va être vraiment difficile, mais je pense que ça va être aussi difficile pour eux. On est deux très bonnes équipes avec deux styles de jeu différents, deux équipes en confiance. Donc je pense que ça va être un match très intéressant. Ouais, je connais quelques joueurs du fait que je suis en France, donc je sais que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, de très fortes individualités, mais aussi un collectif qui se connaît, je pense. Et donc voilà, il faudra répondre présent.
Voilà, donc Mohamed, les joueurs congolais sont déjà préparés pour ce match. Il y a des joueurs qui... Et le dernier qu'on va écouter, il a dit que je connais quelques joueurs vu qu'il évolue en France. Il y a d'autres joueurs qui évoluent en Angleterre et d'autres en Belgique. Et cette équipe s'est renforcée avec des joueurs. On parle du joueur, l'ex-joueur de Manchester United, Bissaka, qui a renforcé cette équipe, le latéral droit, un excellent joueur. Donc on peut dire que cette équipe dispose d'un groupe très 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 soudé. On les a vus lors de la dernière édition. Ils étaient demi-finalistes de la dernière CAN. Oui, très, très soudé. C'est compact parce que voilà, il y a une équipe qui est en place depuis un moment. Et c'est confirmé par les récents résultats de la RD Congo depuis la dernière CAN et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde. Même s'ils ont été que barragistes, mais voilà, ils ont une chance d'aller chercher une deuxième participation au mondial. C'est légitime de croire en leur chance de passer parce que voilà, tu joues pour gagner. Il n'y a personne qui vient sur un terrain en te disant je viens juste pour jouer et perdre. L'Algérie aussi a ses moyens et ses qualités pour battre cette équipe de la RD Congo. Techniquement, individuellement, on est meilleur que la RDC. Techniquement, que ce soit pour les joueurs ou pour l'entraîneur. Parce que pour moi, Petkovic a le dessus technique quand même sur Sébastien De Sabre, avec tout le respect que je dois à M. De Sabre qui connaît parfaitement le football africain. Qui a travaillé quelques mois avec la Sahara. Donc il connaît un peu la mentalité et l'esprit du football africain. Je crois que ça fait plus de 40 matchs qu'il est à la tête de la RD Congo. Donc il connaît bien la maison, c'est un avantage pour lui. En parallèle, il y a Petkovic qui n'a qu'une vingtaine de matchs à la tête de la sélection. Il n'a pas eu beaucoup de dates FIFA amicales pour essayer quelque chose, mais au final, il a réussi à sortir une équipe. Et même pour la préparation pour la CAN, pour cette édition, la FIFA a décidé de libérer les joueurs très tôt, le 15 décembre, très tard, contrairement aux précédentes éditions. Donc on peut dire que Petkovic n'a pas eu cette chance. Il se débrouille bien. Pour moi, il se débrouille bien avec tous les aléas, tous les obstacles qu'il avait, parce que voilà, ne pas disposer de date FIFA amicale pour essayer de voir quelques joueurs à l'œuvre, même s'il s'est donné l'occasion de voir certains au mois de juin face à la Suède par exemple, et ça n'a pas bien marché, mais après ça il a réussi à remobiliser cette troupe et à sortir une équipe pour la CAN qui est pour l'instant très, très performante et très convaincante, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats, mais on espère que l'équipe nationale ira chercher des tours plus avancés à la CAN 2025. Mouner, pour ce match contre la RDC, sur le plan offensif, Petkovic devra peut-être compter sur le même système offensif. On parle de Brahim Maza dans l'animation, il est très percutant et très physique. Riyad Mahrez, Amoura et Bagdad Bounjah, on a besoin de lui dans ce genre de match. Il est très physique, très costaud, et devant des défenseurs comme la RDC, on a besoin d'un attaquant comme Bagdad Bounjah. Ah oui, je pense qu'on va pas quand même refaire les mêmes erreurs. Il nous faut quelqu'un au niveau de la charnière centrale congolaise, et Bounjah a le meilleur profil pour réaliser ce rôle, en compagnie bien évidemment de Amoura dans le couloir gauche et Mahrez à droite, avec Brahim Maza dans l'animation, mais tout reste possible avec Petkovic, toujours imprévisible. On n'a jamais réussi à bien sûr, surtout pour le 11 rentrant, il y aura toujours des surprises avec Petkovic. Toujours au moins une petite surprise, mais il faut pas jouer trop la prudence contre cette équipe congolaise. On va jouer pour gagner, tout en restant prudent bien évidemment, tout en restant bien en place en défense et au milieu de terrain. Pourquoi pas aller chercher quelque chose en attaque. On a les atouts, on a les armes nécessaires pour ça. Petkovic, c'est ce qu'il fait, et il connaît le meilleur trio, le meilleur duo qui peut frapper fort en attaque. Mais pour le moment, on a Mahrez, Bounjah et Amoura,
Il y a aussi la nouvelle génération. qui arrive. Quelques postes, il va laisser les mêmes joueurs. Si on parle du gardien, c'est le retour de l'Okazida. Non, bien évidemment, il ne va pas tout chambouler quand même lors d'un huitième de finale. Et connaissant Petkovic, qui opte toujours pour la stabilité du groupe, et ce n'est pas le genre d'entraîneur. Maintenant pour l'arrière droit, après la blessure de Chergui, est-ce qu'il va compter sur Youssef Attal ou Belghali? Où il va jouer avec 3 défenseurs. Tout reste possible. Tout reste possible. Oui, mais s'il va opter pour un latéral droit, je pense que Belghali a Je pense qu'Attal il est hors forme. Non, il est hors forme. On l'a vu, il a joué quelques minutes. Non, Mohamed, surtout par rapport aux attaquants congolais. Ils ont une équipe compacte, des joueurs très rapides, très percutants. Donc je ne pense pas qu'il va jouer avec le feu et mettre Attal, qui a tendance à aller de l'avant, toujours chercher à réaliser quelque chose en attaque, mais Belghali quand même qui revient d'un match à l'autre, il retrouve son niveau habituel, mais je ne pense pas que Petkovic va faire des folies concernant le 11 rentrant, à l'exception d'un poste au maximum. Pour le milieu de terrain, Ben Nasser et Boudaoui, Boudaoui, Ibrahim Maza quand même. Mais c'est pas le moment de on peut pas s'attendre à une surprise de retour de Zerrori. C'est quasi improbable. Peut-être un Abdelli qui a montré un bon visage lors du dernier match face à contre la Guinée équatoriale. Zerrori a donné une bonne prestation quand même. Oui, mais c'était la Guinée équatoriale. C'était pas un match en jeu, c'est pas le même impact. On va pas contester l'apport tactique de Rami Zerrori, mais techniquement c'est pas un joueur qui est indiqué pour une équipe qui veut faire le jeu. Après, je pense que le rôle des milieux de terrain sera très important face à la RD Congo. Est-ce qu'il va prendre des risques, Mohamed? Non, mais c'est pas un risque, c'était pas... Non, en mettant, par exemple, les Zerrouri ou Abdelli à côté de Ben Nasser, je pense pas. J'ai pas parlé de Zerrouri, ça sera soit Boudaoui, soit Abdelli. Oui, bien sûr, il va pas prendre de risques. C'est pas un risque, c'est un joueur de football, on va pas... Non, mais on l'a pas vu jusqu'à présent avec Ben Nasser lors d'un match officiel. Peut-être ça fera je pense que la place de Boudaoui est indiscutable. Boudaoui, on l'a vu les 2 matchs où il a joué, c'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, bien sûr, mais une chose est certaine, c'est Hamed Abdelli a le profil de ce joueur qui peut te donner l'assurance, qui peut te donner toutes les garanties possibles. Une arme de plus pour Petkovic, mais pour ce match, je pense que il va associer Boudaoui à Ben Nasser, à moins que Petkovic. Vas-y, peut-être il y aura des surprises, on sait jamais. Voilà. Et il nous a habitués à des surprises, Petkovic. Voilà donc pour la sélection algérienne. Donc aujourd'hui une autre séance d'entraînement est prévue également aujourd'hui. On attend bien sûr des nouvelles concernant Ryan Ait Nouri. Demain, la dernière séance d'entraînement qui sera précédée par une zone mixte et également la conférence de presse d'avant le match de Vladimir Petkovic qui sera accompagné d'un joueur de la sélection algérienne. Mohamed, un dernier mot concernant ce match Algérie-RDC. Tout le monde parle de ce match. J'ai suivi un peu les médias sportifs, soit africains, arabes ou même européens, qui parlent de ce match comme le choc et l'affiche de ces 8e de finale, avec un autre match qui va se jouer aujourd'hui dans Cameroun, Afrique du Sud. Oui, mais je pense que au niveau des attentes, là on parle du premier face au deuxième. C'est pas le premier face au troisième. Donc voilà, la RD Congo et l'Algérie, c'est l'affiche absolue des 8e de finale. En 2019, l'Algérie aussi a eu un parcours très, très compliqué pour aller chercher sa couronne. On a joué la Guinée qui était dans un bon niveau, qu'on avait battu 3-0. Après, on a joué la Côte d'Ivoire, puis le Nigeria. Et une deuxième fois le Sénégal, après avoir joué les Lions de la Teranga en phase de poule. Donc voilà, rien n'est donné, tout était à gagner, tout était à prouver. Et je pense que l'équipe nationale a largement les moyens de passer ce tour et aller chercher au moins une demi-finale. Donc voilà pour ce match Monir. Donc l'Algérie et la République démocratique du Congo mardi prochain à 17h pour ces 8e de finale. On espère bien sûr une qualification pour la sélection algérienne et poursuivre l'aventure dans cette compétition. On va parler un peu des... Bien sûr. Cette rencontre sera l'occasion pour Riyad Mahrez et Aïssa Mendy de battre le record de Rabah Madjer pour les
participation à une CAN avec 22. Déjà, il a battu un record, c'est le meilleur buteur en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, oui. avec 8 réalisations, 8 buts, Riyad Mahrez. Il est à 9 maintenant. Avec 9 buts marqués. Donc, Riyad Mahrez a a effacé 35 ans, ouais. qui efface les records des légendes du football Peut-être algérien. qu'il va- Il fait partie maintenant des légendes également. Peut-être qu'il du va football chercher algérien. le record de Slimani d'ici Pourquoi pas l'été. Oui, parce pourquoi pas. Parce qu'il est dans une bonne courbe, il y a des matchs à jouer, hein, des matchs de Coupe du Monde, des matchs amicaux. Peut-être qu'il ira chercher Slimani. Avec 37 buts, oui, pourquoi pas. Ça sera mardi prochain, Inch'Allah, ça sera son 23e match, tout comme Issa Mendy. Ils vont effacer le record de la Bahmadjar avec 22 matchs en 6 participations. Il y a aussi ces chiffres réalisés par Mahrez avec 44 assists, 37 buts, et 110 sélections, ça sera sa 109e sélection, des chiffres énormes pour un Mahrez qu'on a annoncé fini, qu'on a annoncé terminé, les revoilà. Et je pense que c'est le joueur le plus âgé qui a marqué en phase finale également, Oui. à 35 ans. En Algérie. En Algérie, pour un joueur algérien. Oui, pour la sélection algérienne, parce qu'il y a un certain Houssam Hassan qui a quand même... On parle d'un joueur algérien à D'un joueur 35 ans, algérien, c'est le joueur le plus Et âgé on dans a l'histoire. Brahim Azal, Le plus jeune. qui a marqué lors d'une CAN, un but, son but contre le Soudan. Mais pour Riyad Mahrez, avec ses chiffres extraordinaires, à 35 ans, j'espère qu'il battra d'autres records lors de cette CAN et pourquoi pas d'ici le mondial 2026. Il y a un point que j'aimerais évoquer, il y a Brahim Maza qui n'a pas été retenu dans le 11 du premier tour, ce qui est aberrant pour moi. Je ne sais pas à quoi joue Alors la que CAF. tout le monde parlait de lui comme le meilleur joueur de la phase de groupe. C'est absolument le meilleur Après, joueur. les techniciens ou on va dire la commission technique de la CAF, sur quelle base c'est décidé donc, Pour moi, c'est un joueur qui peut être le joueur du tournoi. Ne pas le mettre dans le 11, c'est aussi une manière peut-être de le freiner. Même pour le meilleur entraîneur. Eric Schell, malgré qu'il a remporté les 3 matchs, mais je pense que Petkovic méritait quand même le titre ou d'être le meilleur entraîneur de la phase de groupe. Après Maza pour le 3e match déjà, il devait être... Après il y a Mahrez qui figurait dans la liste. C'est une évidence. C'est une évidence, mais Brahim Azad devait être sur sa liste. Il devait figurer dans le 11. On ne sait pas pourquoi il n'a pas été retenu. Même pour le 3e match, certes, c'est il sera le meilleur joueur de la compétition. Comme c'était Mais le cas de Ben Nassar en avec 2019. Ben Nassar, il est son numéro 22, il ne faut pas oublier. C'était le meilleur joueur de la CAN 2019, pourquoi pas pour... Peut-être que l'histoire va se répéter. Inch'Allah, pourquoi pas. Espérons aussi un autre point, Mohamed, en parlant de l'arbitrage égyptien, Mohamed Marouf. Il y a quand même sa désignation a fait polémique, non? L'arbitrage, ça fait toujours polémique en Non, Afrique. surtout pour cet arbitre, quand même, il reste sur un scandale et le voilà lors de cette CAN. Mais bon, espérons ce qui en sera. Bon, voilà donc pour la sélection algérienne. On passe aux autres matchs pour parler un peu des autres matchs. Et on va revenir sur le match qu'on a vu hier soir. Sur le plan technique ou on va dire footballistique, on n'a pas vu grand-chose. Mais les 10 dernières minutes et la séance des tirs au but ont été un peu spécial pour nous. On a vu la Tunisie qui menait au score. 2 minutes après, le Mali a égalisé à quelques secondes de la fin. Donc, il était au but. Les deux équipes ont raté à 2 reprises, ou la Tunisie à 3 reprises, et ce qui a permis au Mali, qui a joué à 10, de se qualifier pour les quarts de finale. Mounir, la sélection tunisienne qui n'a pas montré grand-chose depuis le début de la compétition. Mis à part la première rencontre, la victoire contre l'Ouganda, on les a vus contre le Nigeria, qui étaient menés 3-0. Après, ils ont réussi à marquer 2 buts à la fin de la rencontre. Le dernier match également, un match nul, une qualification avec 4 points. On n'a pas vu grand-chose de cette équipe tunisienne. Donc, on peut dire que les deux équipes ne méritaient pas d'être dans les 8e de finale vu les performances, mais c'est le Mali qui a pris cette qualification. On peut dire que le Mali n'a pas montré grand-chose, mais s'est qualifié. La Tunisie, qui n'a pas montré grand-chose, qui quitte la compétition. C'est mérité pour la Tunisie? Non, c'est mérité parce que c'est une équipe qui refuse les cadeaux. C'est la première fois que j'ai vu une sélection, c'est même l'avis des
des Tunisiens qui sont unanimes à dire ça. Ils ont dit que notre équipe se sont fait éliminer tout seuls. Se sont fait éliminer et ils ont refusé les cadeaux offerts lors de cette rencontre, à commencer par le carton rouge. Une équipe qui était en supériorité numérique par rapport à l'adversaire, une équipe qui menait jusqu'à aux dernières secondes du temps additionnel et qui concède un penalty. Franchement, Briah, le défenseur tunisien, qui commet cette erreur monumentale, faute de concentration, et même lors de la séance fatidique des tirs au but, la Tunisie était en pole position. Et avant que le Mali ne renverse la situation, c'est vrai que le Mali n'a pas démontré grand-chose, mais le Mali a quand même tenu à 10 face à cette équipe tunisienne, et il a le mérite de franchir l'obstacle tunisien avec un joueur en moins par rapport à cette équipe tunisienne qui n'a rien démontré depuis le début. Une équipe qui ne mérite pas d'avancer, qui ne mérite pas d'être en quart de finale. C'est la grosse désillusion dans le côté tunisien. C'est tout le monde qui tire sur les joueurs, sur Trabelsi, sa manière de gérer les débats. Très critiqué pour avoir sorti Hannibal El-Majbri, qui était le meilleur joueur de le meilleur joueur, un choix qui a fait polémique en Tunisie, et je pense que Trabelsi va être très 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 critiqué en Tunisie. Il y a de quoi, il est déjà très critiqué. Voilà, il va subir une avalanche de critiques. Il y a de quoi. Il n'a pas suggéré son groupe, il n'a pas suggéré les changements, les 11 rentrants. Il était à côté de la plaque lors de cette CAN, et le Mali n'a pas volé cette qualification, franchement. On va écouter justement, vous avez parlé de Hannibal El-Majbri, très déçu hier. Il a parlé même d'un point très important où il a dit on est en retard de 10 ans par rapport au football africain. On écoute Hannibal El-Majbri. On est déçu, mais je suis dégoûté qu'on soit éliminé. J'ai aucun regret. Franchement, je suis dégoûté pour le peuple tunisien, dégoûté pour nous, parce qu'on doit aller loin. C'est une faute professionnelle qu'on ne soit pas capable de trouver la solution à 10 contre 11. Et ils ont fait un très bon match, les Maliens, mais c'est une faute professionnelle de notre part de ne pas marquer à 10 contre 11, de ne pas tuer le match à 10 contre 11. On doit apprendre. Et quand je dis qu'on doit apprendre, on doit vraiment apprendre. Peut-être qu'on doit s'asseoir devant les matchs, s'asseoir comme à l'école et apprendre le football, réapprendre le football, je pense, en Tunisie. Ça fait 10 ans qu'on est en retard dans le football tunisien. Voilà, Mohamed Hannibal El-Majbri, très déçu, on l'a senti, et il est allé encore plus loin. Il a dit qu'il faut s'asseoir, il faut réapprendre le football. On est en retard de 10 ans par rapport à... Il parlait bien sûr du football africain, donc il n'a pas voulu répondre sur sa sortie. Il a dit peut-être que par rapport à le carton jaune que j'ai eu, mais il était le meilleur joueur de son équipe. On a vu l'entrée de Bonarmban qui n'a pas donné grand-chose hier. Donc vraiment une faute de casting de la part de l'entraîneur Trabelsi. Et ce qui a mené cette équipe donc tunisienne à quitter donc cette compétition. Mais si on écoute Majbri, très déçu, mais aussi on sent qu'il y a quelque chose au sein de cette équipe, de cette fédération tunisienne. Non, mais je pense que la Tunisie est aussi victime de ces résultats dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils se sont un peu fait endormir parce qu'ils ont joué des équipes faibles, des sélections faibles. Et surtout le dernier match amical contre le Brésil. Oui, donc ils ont joué des équipes faibles quand tu joues Sao Tomé, Namibie. C'est pas des adversaires repères, comme on dit dans le football. Tu peux gagner, tu peux avoir des clean sheets parce que c'était la meilleure défense des éliminatoires de la Coupe du Monde dans son groupe. Mais après, dans une phase finale, les lacunes, ça se paye cash. Il y a un point que j'aimerais relever aussi pour la Tunisie, c'est le forfait de Laidouni qui a fait très 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 mal aux Tunisiens. C'est un très bon joueur dans le milieu de terrain. Il y avait un certain équilibre qui manquait dans le dispositif de Trabelsi. On a parlé de mauvais coaching en sortant Hannibal El-Majbri, mais il a aussi fait un bon coaching en faisant entrer le buteur du match hier.
Chouat. Voilà, Chouat. C'est le meilleur buteur Voilà, du championnat tunisien. Il est rentré, il a marqué. Pour un entraîneur, parler de mauvais coaching ou un bon coaching, ça se joue sur des détails. Après, Hannibal Majbri, il a fait. C'est pas une dissection, c'est un constat, mais après, il y a le constat et les solutions en Afrique. Et en Afrique, on a tendance à laisser les solutions pour l'après, on laisse passer les désillusions et les contre-performances. Une fois l'orage passé, on plie le dossier, on le range quelque part, et le mal, il perdure. Ce que relève Hannibal Majbri, c'est peut-être le problème de beaucoup de sélections en Afrique. À chaque élimination, c'est le même discours qui sort. Mais là, je pense que la Tunisie doit se remobiliser pour se préparer pour la Coupe du Monde l'été prochain. Se préparer pour la Coupe du Monde et le Mali qui est éliminé de la Coupe du Monde et qui va tout donner lors de cette compétition avec un entraîneur Mounir Tom Santfit, l'ex-sélectionneur de la Gambie qui a mené la sélection gambienne au quart de finale historique de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est parti aux Philippines, il revient en Afrique pour prendre les commandes du Mali après le départ de Eric Schell. On le voit encore une fois en quart de finale avec aucune victoire. 3 matchs nuls, même pour les huitièmes de finale, un match nul et une qualification pour les quarts de finale grâce à la séance au but. Il a déclaré hier en conférence de presse, pourquoi pas aller en finale qu'avec des matchs nuls. Donc il est très confiant en Tom Santfit. C'est le Mali en mode Italie lors du mondial de 82, avec une série de matchs nuls qui se retrouvent finalistes et de remporter leur finale face à l'Allemagne. Non, je pense que cette équipe malienne, c'est une équipe très chanceuse, un sélectionneur très chanceux qui se retrouve en quart de finale sans même gagner un match sur le terrain. Mais je pense pas que la chance va durer lors de cette CAN. Le prochain match, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Et le Sénégal, c'est un autre match, c'est une autre philosophie. C'est pas une équipe qui refuse les cadeaux comme la sélection tunisienne. Mais bon, cette équipe du Mali, c'est vrai qu'elle possède un groupe compact et très physique, mais ce n'est pas une équipe joueuse qui peut te créer beaucoup de difficultés. C'est une équipe qui sait gérer, qui est toujours bien en place, mais la chance ne va pas durer éventuellement. Après, il ne faut pas leur enlever le mérite non plus. Hein, parce que non, amplement mérité. Non, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, le Mali a fait un match nul face à la Zambie lors de la première journée en se faisant égaliser dans le temps additionnel. Tenu en échec donc l'organisateur. Après, ils ont tenu en échec le Maroc. Après, ils ont joué les îles Comores en infériorité numérique. Ils ont fait un match nul. Et là, ils ont réussi à accrocher la Tunisie. Donc, il faudra faire très attention. C'est une équipe accrocheuse, qui sait gérer les moyens. Ils jouent avec leurs moyens. Ils savent jouer avec Ils ont joué à 10 depuis la 26e minute. Pendant une heure et demie. Ils jouent avec leurs moyens. Ils jouent avec leurs moyens. Donc, il ne faut pas. Peut-être ça sera la Zambie de 2015, je crois. On va écouter justement Tom Santfit, le sélectionneur belge donc, de cette équipe malienne, très content après cette qualification pour les quarts de finale. Pour moi, Tunisie a commencé bien. Je pense que les premières 20 minutes, Tunisie est peut-être mieux que nous. Mais après, on retourne dans le jeu. Les cartes rouges, c'est un peu surpris pour moi parce que mon joueur n'a pas vu Hannibal qui est derrière lui. Et c'est dommage. Mais la réaction, on a anticipé tactiquement. C'est très bien parce que Tunisie n'a pas créé beaucoup d'occasions. Deuxième mi-temps, après 10 minutes, on a changé Mahamadou Doumbia pour Néné Georgeles, le petit, et on est plus dangereux plusieurs fois que la Tunisie. On a créé des occasions dans le contre-attaque. Et c'est pas jamais facile pour une équipe de jouer contre 10 joueurs. Mais je pense que le moral, la discipline dans le jeu et les solutions offensives avec nous sont aujourd'hui un peu mieux peut-être que la Tunisie avec 11 contre 10. Mais naturellement, dans le jeu, c'est 1-1. On a seulement gagné avec les pénaltys. Et pour les pénaltys, tu as toujours besoin d'un peu de chance.
Voilà, pour le penalty, tu as toujours besoin un peu de chance. Ils ont eu de la chance, les Maliens, hier. Oui, une qualification méritée. Donc, félicitations au Mali. Et une autre équipe qui s'est qualifiée, bien sûr, c'est le grand favori, c'est le Sénégal. Une victoire 3-1 contre le Soudan. L'équipe sénégalaise, ou le Sénégal était surpris donc d'un but. Très beau but. Très beau but. Très beau L'un but. des meilleurs de cette Très beau but de cette équipe soudanaise. Mais les Sénégalais sont revenus au score. Une victoire 3-1. Ils ont dominé la rencontre. Et donc le Sénégal et le Mali. Première affiche des quarts de finale, Mohamed. Une affiche déséquilibrée a priori, avec le Sénégal qui est finaliste en 2019, vainqueur en 2021, qui vise une troisième finale lors des 4 dernières éditions. Je pense que, a priori, les Lions de la Teranga sont favoris pour les matchs. Mais on a vu qu'une équipe qui n'a rien à perdre, comme le Soudan, a un peu fait douter les Sénégalais. A pu déstabiliser un peu le Sénégal. Oui, parce qu'il y a Edouard Mendy qui empêche un 2-0 sur un arrêt, peut-être à la 15e minute, je crois. Les Sénégalais ne sont pas bien entrés dans leur match. Et là, dans une phase finale, sur une phase à élimination directe, il faut toujours prendre les matchs par le bon bout, parce qu'après, le temps va vite et on peut tomber dans la précipitation, les imprécisions, et voir la victoire échapper. Mais voilà, a priori, c'est le Sénégal qui devrait être dans le carré d'assis. La hiérarchie est respectée. Après, dans le football, il n'y a pas de logique. Dans le football, il n'y a pas de logique. Et ce soir, Mounir, deux matchs au programme. Et l'affiche de cette soirée qui opposera donc l'Afrique du Sud et le Cameroun. Une autre affiche. Donc l'Afrique du Sud avec l'entraîneur Hugo Broos, on le connaît bien. Le hasard a fait que plus d'un quart des entraîneurs de cette Coupe d'Afrique des Nations ont déjà travaillé en Algérie. Ils sont passés par l'Algérie. Eric Schell, Hugo Broos, Sébastien Desabre. Oui. Donc on peut dire que le championnat algérien quand même attire des entraîneurs de haut niveau. Quand même. Bien sûr, il a quand même attiré un certain Roger Lemaire quand même. Nouzaré et compagnie, Kazoni. Mais pour Hervé Renard, pour cette belle affiche, je pense que ça sera du 50-50 entre deux équipes avec deux styles différents. C'est vrai que l'Afrique du Sud a une ligne d'attaque très intéressante, très rapide, qui peut déstabiliser n'importe quelle défense, mais le Cameroun reste le Cameroun. Il sait gérer ce genre de compétition. Pour franchir l'obstacle sud-africain, il faut être costaud, il faut être très réaliste, très compact, très concentré. Parce que l'erreur est interdite. Maintenant, les matchs à élimination sont des matchs à haut risque qu'il ne faut pas perdre. Il faut les gérer convenablement avec beaucoup d'intelligence et de concentration. Je pense qu'on va assister à une belle affiche quand même. On va écouter, Mohamed, je vous invite à écouter les déclarations des deux côtés. L'Afrique du Sud avec l'entraîneur Hugo Broos hier en conférence de presse où il a dit que j'étais très surpris du niveau du Cameroun lors de cette compétition. Lui qui a déjà travaillé avec la sélection camerounaise. On écoute Hugo Broos. Peut-être avant le tournoi, personne attendait que le Cameroun serait loin dans ce tournoi, certainement avec tout ce qui s'est passé 2-3 semaines avant le tournoi. Donc il y a toute une nouvelle équipe qui est là avec des jeunes joueurs et on sait comment ça va avec des jeunes, on ne sait jamais comment ils vont s'adapter. Quand les 3 matchs que j'ai vus du Cameroun, j'étais bien surpris parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe. Et alors quand je dis une équipe, c'est vraiment l'accent sur l'équipe. Il y a quelques bons joueurs, mais c'est surtout le collectif qui est très fort. Donc on verra peut-être que le Cameroun peut de nouveau être la surprise du tournoi cette année. Voilà Mohamed, donc il a bien analysé Hugo Broos cette sélection du Cameroun. On rappelle que après la réélection de Samuel Eto'o, il a limogé l'entraîneur allemand, il a ramené un staff local avec un entraîneur camerounais. Donc c'est Samuel Eto'o qui gère, donc il faut le dire. La non-convocation de plusieurs stars de cette équipe, Anguissa, Aboubakar, donc plusieurs joueurs. Et l'équipe qui joue maintenant avec des jeunes joueurs qui évoluent en Europe, mais dans des petits clubs européens. Mais c'est un groupe très, très soudé. On les a vus contre la Côte d'Ivoire, une très belle équipe. Et c'est la force de cette équipe camerounaise dans cette compétition. On peut dire que Samuel Eto'o a fait une purge au sein de
l'effectif et du staff technique. Parce que voilà, il n'y a pas eu la qualification à la Coupe du Monde. Au Cameroun, c'est un échec absolu. C'est un échec pour le Cameroun, bien sûr. Eto'o Samuel a survécu, mais l'entraîneur n'a pas eu cette chance. Après, on parle d'un effectif qui est revu, certains stars qui ont été écartés pour que le vestiaire vive. La majorité des stars ont été écartés. On en a le gardien. Parce que voilà, il y avait des égos dans le vestiaire, ça se voit. C'est le problème, oui. Eto'o Samuel, ancien joueur, ancien star, sait comment gérer les choses à ce niveau, comment se passent les choses. Après, lors du premier tour, le Cameroun n'a pas beaucoup marqué, certes, mais il a marqué à chacun de ces 3 matchs. Il y a aussi 5 frappes qui ont terminé sur le poteau. C'est pour dire le potentiel offensif avec Mbemo de Manchester United notamment, qui mène cette attaque qui est là. C'est une jeune garde des lions indomptables qui peut réaliser la surprise. Mais attention, en face, il y a l'Afrique du Sud qui a un effectif assez homogène avec les joueurs du Mamelodi et d'Orlando Pirates qui jouent ensemble depuis un moment. Ça sera un match équilibré. Donner un pronostic peut-être à l'expérience. C'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui a l'avantage. Mais la fougue de la jeunesse camerounaise peut faire la différence aujourd'hui. Parlons de la jeunesse camerounaise. On va écouter les déclarations de quelques joueurs de cette équipe camerounaise qui parlent de ce match contre l'Afrique du Sud prévu ce soir. L'Afrique du Sud a toujours été une grande équipe. Ils ont toujours montré de très grandes qualités. Et aujourd'hui, ils montrent un football différent. Et avec respect, nous sommes venus les affronter. C'est les 8e de finale. Donc on va donner le meilleur de soi pour pouvoir faire un très bon résultat. C'est un match très important. On a joué il n'y a pas longtemps. Donc on a eu peu de temps pour se préparer. On a travaillé sur la vidéo juste avant de venir à l'entraînement. Là, on va essayer de mettre en place ce qu'on a vu par rapport à leurs forces et leurs faiblesses. Là où on peut faire mal et là où on doit faire attention. Et ça va être un bon match. On va tout faire pour gagner ce match. Voilà donc un bon match entre 2 grandes nations du football africain, le Cameroun avec sa jeunesse et l'Afrique du Sud et qui revient en force ces 3-4 dernières années, surtout avec des joueurs de membres descendants qui sont la majorité de cette équipe sud-africaine. Pour terminer, Mohamed Touileb et Mounir Bankassi, on va terminer rapidement avec les 2 matchs également prévus demain où l'Égypte affrontera le Bénin. Sur papier, c'est l'Égypte. Bien sûr, on peut dire que l'Égypte est favorite contre cette équipe du Bénin et le Mozambique et le Nigeria. Bon, sur papier, l'Égypte parle largement favorite pour franchir l'obstacle du Bénin, mais il faut faire très attention quand même parce qu'on a assisté à quelques surprises et lors de toutes les... Le Bénin qui a créé beaucoup surtout en 2019 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud. Oui, on a assisté à beaucoup de surprises, mais les Égyptiens de Mohamed Salah sont très avertis, mais je pense qu'ils vont franchir l'obstacle du Bénin, tout comme le Nigeria, puisque le Mozambique, c'est pas une foudre de guerre. J'ai vu le dernier match du Nigeria avec une ligne d'attaque quand même menée par Osimhen qui peut frapper fort lors de chaque rencontre, à moins qu'on va assister à un coup d'éclat lors de ces deux rencontres, mais sur papier et même côté effectif et expérience, l'efficacité des attaquants, je pense que l'Égypte et le Nigeria seront qualifiés pour les quarts de finale. Mohamed, le dernier mot pour vous. Je vous donne 1 minute concernant bien sûr ces 2 matchs. L'Égypte avec Marmouche et Mohamed Salah à la recherche d'un trophée avec la sélection égyptienne. Le Nigeria avec une armada d'attaquants, Lokman, Osimhen, d'autres joueurs. On peut dire que c'est la meilleure attaque de cette édition. Le Nigeria finaliste de la dernière édition, il faut le rappeler. Il y a aussi Mohamed Salah et Marmouche qui n'apportent pas peut-être le plus escompté aux Égyptiens, qui sont très exigeants, comme nous on l'a été avec Mahrez. Donc ils attendent Mohamed Salah à ce niveau et Marmouche pour essayer de mener les Égyptiens pour un éventuel 8e sacre. Et pour les Nigérians, en face il y aura un bon gardien, il faut le relever, le gardien du Mozambique qui a fait un très 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 gros premier tour. Donc voilà, ça sera avantage Égypte et Nigeria, mais on ne sait jamais.
Donc, on aura le résultat demain, bien sûr, concernant ces deux matchs. Et ce soir, l'affiche Afrique du Sud, Cameroun, bien sûr, avant l'affiche de l'Algérie mardi prochain contre la République démocratique du Congo. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro. Mohamed Ouelem, notre ami journaliste, merci beaucoup. Je vous en prie. Mounir Bankassi, merci. Merci Walid. Merci à Nora à la réalisation, Nesrine à la régie, Naïma à la barre technique et Hadjira au streaming live. Rendez-vous dimanche prochain, toujours sur Radio Algérie Internationale. Au revoir.